13 à Abidjan, nouvelle édition. Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 19 juillet. Les Ivoiriens aux urnes le 13 octobre prochain pour les élections couplées municipales et régionales. Décision du Conseil des ministres d'hier qui a examiné plusieurs autres dossiers. Lutte contre le travail des enfants, clôture de la 8e réunion en présence de la Première Dame. Comme recommandation, des stratégies et actions ont été mises en place pour réduire le fléau en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et on ira à Agboville où le gouvernement soulage 152 familles qui ont été contraintes pour certaines de quitter leur domicile suite à la crue du fleuve Agbo. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans à peu près 3 mois, les élections locales auront lieu en Côte d'Ivoire. C'est précisément le samedi 13 octobre prochain. Information majeure du Conseil des ministres d'hier. Le point avec Awa Touré. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 18 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de la tenue de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux le samedi 13 octobre 2018. Le Conseil a adopté un décret portant convocation des collèges électoraux pour les élections des conseils régionaux et conseils municipaux. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 13 octobre 2018 en vue de procéder à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. D'autres textes viendront pour affirmer ou préciser les différentes modalités d'opérationnalisation de ces élections. Dans le cadre de la réforme du système judiciaire national, le Conseil a adopté un projet de loi portant code de procédure pénale. Tout en prenant appui sur les acquis de la cinquantaine d'années d'existence du Code, ce projet de loi porte des innovations fortes en ligne avec les évolutions de la justice pénale marquée par un grand respect des droits de l'homme. Ainsi, le projet de code réduit significativement les délais de procédure, clarifie la procédure de flagrant délit, encadre au mieux la détention préventive et prévoit la création de juridictions criminelles en remplacement des cours d'assises en vue de simplifier et d'accélérer les procédures criminelles. La Côte d'Ivoire va célébrer du 20 au 23 août à Abidjan la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Le thème retenu au plan national pour l'édition 2018 est « Allons à l'émergence » à l'horizon 2020 avec une jeunesse saine, sans drogue. La commune de Cocody a été retenue pour abriter ces festivités avec pour objectif d'amener toutes les couches socioprofessionnelles et les jeunes en particulier à une plus grande prise de conscience des conséquences néfastes de la consommation de la drogue. Et puis, renforcement de l'intégration sous-régionale. Le Conseil a autorisé la tenue de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso du 23 au 27 juillet à Yamoussoukro. Cette rencontre sera coprésidée par leurs excellences M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, et portera essentiellement sur l'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 6e conférence du TAC et sur la signature de nouveaux accords de coopération. Le gouvernement entend par ailleurs poursuivre sa politique de promotion d'une société d'excellence. 79 prix seront décernés aux lauréats émanant de tous les secteurs de la vie de la nation le 6 août au Palais présidentiel à l'occasion de la 6e journée nationale du prix de l'excellence.
Conseil des ministres hier, dans la soirée, la première dame, elle, était à la cérémonie de clôture de la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants. La rencontre internationale a décidé de mettre des stratégies en place pour rapidement réduire ce fléau. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont été exhortés à renforcer leur coopération sur la question. Le reportage de Mahama Traoré est commenté par Abiba Dambélé Saouye. En Côte d'Ivoire, tout comme au Ghana, les deux plus gros producteurs de cacao au monde, la lutte contre le travail des enfants avance. Constat du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, à l'issue de sa 8e réunion annuelle. Retenons dans notre pays, au titre des progrès, l'arrestation de 93 trafiquants, avec l'application de la loi interdisant le travail des enfants. La construction de 3 centres d'accueil pour la prise en charge des enfants victimes d'exploitation. Au Ghana, la sensibilisation s'est accrue avec des projets visant à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao. Des avancées de part et d'autre, mais les participants préconisent plus d'actions pour éradiquer le travail des enfants. Vulgariser et étendre les bonnes pratiques à l'échelle nationale. Harmoniser les systèmes de collecte pour une meilleure connaissance du phénomène. Renforcer la coordination dans la mise en œuvre des plans d'action nationaux. Renforcer la coopération entre les pays producteurs en vue de définir une politique commune de commercialisation. Intensifier les actions d'autonomisation des femmes et des communautés productrices de cacao. Enfin, accélérer la transformation du cacao dans les pays producteurs. Selon la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, les conclusions de cette 8e réunion annuelle de haut niveau auront un impact certain sur la lutte contre le travail des enfants. Je voudrais réaffirmer mon engagement et mon entière détermination à protéger la vie de nos enfants avec l'appui de toutes les parties prenantes. Si nous voulons atteindre notre objectif et garantir la durabilité de notre action, il nous faut redoubler d'efforts. En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée pour que le travail et l'exploitation des enfants ne soient plus d'actualité dans notre pays. Je reste convaincue que la synergie de nos efforts demeure le moyen le plus efficace d'éradiquer l'exploitation et le travail des enfants de la chaîne de production de cacao. Après les réflexions, place au terrain. Ce jeudi, la première dame de Côte d'Ivoire et des membres du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants visitent une plantation de cacao dans la ville d'Adzopé, ce afin de mieux s'enquérir des réalités des communautés productrices. Dans l'actualité, ce jeudi, le démarrage de l'étude exploratoire des procédures en vigueur dans l'administration publique. C'est une initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il s'agira d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Mais avant, il y a eu une rencontre avec les différents points focaux des services de l'administration publique. 52 véhicules et 10 mitrailleries pour la police nationale, dont du gouvernement pour permettre à cette unité de faire et de bien faire son travail. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Mobilité opérationnelle pour être plus efficace dans sa mission de maintien d'ordre et d'intervention pour la sécurité des personnes et des biens. La police nationale vient de voir ses capacités techniques être renforcées avec l'acquisition d'équipements nouveaux. 52 véhicules, dont 28 doubles cabines, 2 ambulances, un camion de transport de matériel et 2 cars de 32 places, remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité aux directions de police, district et commissariat de police d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À ce lot de matériel mobile s'ajoutent 10 000 treillis. Ces véhicules permettront aux unités de police bénéficiaires d'accroître leur mobilité et de répondre avec célérité aux sollicitations des populations. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les efforts de la police ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau de sécurité acceptable. Et c'est justement ces efforts que le gouvernement veut encourager. Aujourd'hui, la population ivoirienne sait qu'elle a une police à son service et que cette police, elle peut compter sur elle. La remise de véhicules à différents services de la police nationale marque la très forte volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et de son gouvernement,
de lutter efficacement et durablement contre l'insécurité et la criminalité sous toutes ses formes. Cette remise de véhicules et d'équipements à la police nationale s'inscrit dans la loi de programmation de la sécurité intérieure. C'est la première phase d'une suite d'actions qui vise à améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire à travers l'équipement et le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité. Direction Agboville, où il y a 15 jours, 152 familles ont été contraintes pour certaines de quitter leur domicile. Leurs habitations ont été inondées par le fleuve Agbo, sorti de son lit. Le gouvernement exprime la solidarité de l'État aux sinistrés. Ce sont des dons en vivres et non-vivres à hauteur de 22 millions de francs CFA, nous dit Franck Quadio. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à Agboville, au quartier artisanal, depuis 15 jours inondé par la montée des eaux du fleuve Agbo, sorti de son lit suite aux récentes pluies. Certains endroits on peut sentir la baisse du niveau de l'eau, mais le constat demeure. Plusieurs habitations sont encore immergées. Cette femme est restée toute la période sur les lieux avec sa famille. Bon, vous déplacer, c'est quand tu as quelqu'un comme ça, tu peux te déplacer. Si tu n'as personne là, tu es obligé de rester sur place là. Certains ont cependant pu trouver refuge ailleurs. 40 familles sont dans ce cas de figure et 112 sont en revanche restées sur place pour un total de 152 familles sinistrées. Maria Tokone est allée traduire la compassion du gouvernement aux sinistrés des 5 quartiers touchés par la montée des eaux à Agboville. Et donc leur dire que l'État est à leur côté, nous les soutenons, mais nous pensons plus à leur vie, à leur sécurité, et donc nous les exhortons à quitter les lieux comme l'ont fait les 40 familles qui sont parties déjà. Des vivres, entre autres des pâtes alimentaires, de l'huile, des conserves et du sucre, et des non-vivres, matelas et différents ustensiles, le tout d'une valeur de 20 millions de francs CFA auxquels s'ajoutent 2 millions de francs CFA pour les familles ayant évacué les lieux, un total de 22 millions de francs CFA et des bénéficiaires satisfaits. Depuis que je suis artisanal, ça fait au moins quelque chose de 15 ans aujourd'hui, mais c'est une première fois que je viens de recevoir cette chose. Mais au-delà de la satisfaction, un message apporté par le gouvernement, c'est l'exhortation à quitter les habitations non autorisées et à proximité du fleuve, et aussi une doléance des populations engagées des travaux durables pour le réaménagement du plan d'eau fluvial traversant la ville. Rappelons que cette montée des eaux n'est pas un fait inédit. Ici, on parle encore des années 89, 95 et 2008, d'où l'urgence selon les autorités d'engager des initiatives vigoureuses. Et au niveau de la santé, le programme national de lutte contre le paludisme a entamé sa grande campagne de sensibilisation. Pendant 5 jours, le programme va sillonner des villes de l'intérieur pour passer le message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour lutter contre le paludisme. L'étape d'Aïm-Blécro avec Franck Quadio. Pour sa grande campagne de sensibilisation 2018, c'est à 270 km d'Abidjan que le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a déposé ses valises. Ici à Aïm-Blécro, il a réuni autorités politiques, coutumières, leaders communautaires et populations pour passer le message du ministère de la Santé, s'unir pour vaincre ensemble le paludisme. Nous sommes en saison des pluies. Nous avons une multiplication des nids de reproduction des moustiques. Donc, la raison pour laquelle nous sommes venus avec le camion Podium dans le but de pouvoir impliquer toutes les autorités et toute la population d'Aïm-Blécro à la prévention et à la lutte contre ce fléau. Nous avons commencé par leur dire comment on attrape le palu, quel est l'agent pathogène, quels sont les signes, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a le palu et qu'est-ce que l'État a déjà fait. Et qu'est-ce que l'État attend que la population fasse? Instruction de spécialistes traduites en langue vernaculaire, distribution de galgés portant des messages à clé, concours de danse, autant d'actions qui ont meublé cette campagne de sensibilisation contre le paludisme et qui visiblement ont permis aux populations de comprendre le message. On ne savait pas comment il faut utiliser les moustiquaires européens. Vraiment, on a retenu beaucoup de choses, problème de saleté à la maison, le piney, l'eau sale. On a pris tout ça là aujourd'hui. Vraiment, ça nous fait plaisir au cœur.
Avant, je n'étais pas aussi rassurant. On disait que c'était le moustique. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, j'ai plus compris que c'est la femelle du moustique qui transmet le paludisme. Après le lancement dans la cité du roi Agninibili, la caravane du programme national de lutte contre le paludisme va s'ébranler vers Tanda et Nation avant de s'achever le samedi 21 juillet prochain dans la ville de Bondoukou. Et ici à Abidjan, la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabé de Côte d'Ivoire a initié une campagne de dons de sang dans la commune d'Adjamé. Cette campagne marque le début d'une série de collectes de dons de sang dans le district d'Abidjan. Reportage d'Evisoyo et Franck Quadio. Sous une bâche, couchée sur ces lits, des femmes à la dernière étape du don de sang. Parmi elles, figurent ces deux dames. Elles ont une chose en commun. Natou et Angèle ont connu la douleur, celle de la perte d'un fils pour la première et la seconde, le décès de son oncle. Et cela par manque de sang. Je donne mon sang aujourd'hui parce que j'ai vécu aussi dans le même problème de sang. J'ai perdu mon fils à cause de ça. Rentré la nuit, mon fils, son corps est chauffé jusqu'à 8 heures. Mon enfant est décédé à cause de ça. Mon parent était malade, il n'avait peut-être pas de sang. On tournait partout, on tournait du sang là, ça manque. Jusqu'à quand on va venir là, c'est pas bon. Pour ne pas vivre cette douleur et aider son prochain, Aïssata a décidé de participer à cette campagne de don de sang. Je suis venue donner mon sang parce que je me dis que ça peut sauver des vies. Et parce que demain aussi, moi aussi, je serai dans les besoins, où j'aurai des familles aussi qui auront besoin du sang. Et au moins, j'ai fait un geste. En Côte d'Ivoire, seulement 20% des femmes sont impliquées dans le don de sang. La Fédération des femmes leaders d'associations burkinabé de Côte d'Ivoire, initiatrice de cette activité, s'engage à augmenter ce taux et à épauler le Centre national de transfusion sanguine. On allait au centre de transfusion sanguine, on s'est rendu compte que les femmes ne donnent pas suffisamment de sang. Et il se trouve que c'est les femmes qui en ont beaucoup besoin. Et ça nous a interpellés. Et toute la fédération a décidé de faire ce don de sang. Toutes les présidents d'associations ont essayé de réunir leurs membres pour qu'on puisse faire ce don de sang aujourd'hui. Cet engagement de la communauté burkinabé Ravi Médecins Autorité et directeur du Centre national de transfusion sanguine. À ce jour, nous avons dans nos statistiques 170 000 poches de sang récoltées dans l'année 2017. Donc notre objectif, c'est d'atteindre 230 000 poches de sang dans l'année. Donc vous voyez qu'il y a encore un gap à atteindre. Donc la participation de communautés comme ça étrangères dans notre pays ne peut que nous exhorter à les encourager pour qu'ensemble nous atteignions cet objectif. Après la commune d'Adjamé, la campagne de collecte de sang de la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabé de Côte d'Ivoire va mettre le cap sur la commune de Trècheville et ensuite sur les autres localités d'Abidjan. L'idée, fournir aux 27 antennes du Centre national de transfusion sanguine au moins 5000 poches de sang d'ici la fin de l'année 2018. Santé et environnement. Abidjan abrite la réunion de la commission technique, administrative et finances de l'Union du fleuve Mano, bien évidemment pour examiner les questions administratives et financières. Une organisation qui regroupe le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Il s'agit de préparer le prochain Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano, nous dit Moussa Kounaté. L'Union du fleuve Mano regroupe 4 États d'Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone, le Libéria, la Guinée et la Côte d'Ivoire unissent leurs forces pour une meilleure coopération. À cette rencontre de la Commission technique, administration et finances, il s'agit pour les membres du secrétariat de l'Union du fleuve Mano d'examiner les questions administratives et financières et le projet du budget 2018 de l'organisation. Nous sommes là pour éclore un budget qui pourrait vraiment permettre à cette institution d'aller de l'avant et nous avons la conviction que cette session permettra de porter plus de dynamisme à notre institution. Cette réunion statutaire se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Elle prépare la prochaine session des ministres de l'Union du fleuve Mano, l'institution qui se projette comme un facteur d'intégration. Aucune organisation sous-régionale n'a de trop, si tant est qu'elle permet de régler d'abord les questions de paix et de sécurité. Cet ensemble que vous croyez si petit a déjà œuvré par rapport à beaucoup d'interconnexions de programmes d'électricité aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. C'est là des actes très concrets qui
qui montre que cette organisation est utile pour le développement de nos communautés. La réunion de la commission technique, administration et finances de l'Union du fleuve Manou devra aboutir, entre autres, à l'adoption du projet du budget de l'année et l'évaluation de l'état d'avancement du projet de construction du nouveau siège de l'organisation. Le Festival international d'autographes lancé à Abidjan, l'événement est à sa première édition. Il a pour objectif de rassembler la jeunesse francophone autour d'un festival. C'est dans le mois de novembre prochain que ce festival aura lieu. Reportage Éric Goré. Le monument de la langue française au centre d'une rencontre des jeunes de l'espace francophone à l'Institut français d'Abidjan. Ces jeunes venus de plusieurs pays francophones participent au lancement du Festival international d'autographes. Ce festival va se tenir au mois de novembre. Il va réunir plus de 80 pays francophones en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Gilles Huberson, s'engage aux côtés des initiateurs. C'est une excellente initiative parce que c'est en quelque sorte une initiative globale. Ce n'est pas seulement une dictée. Moi, je suis de la génération de la dictée Bernard Pivot. Ça va au-delà. Vous avez dans ce concours, dans ces épreuves, vous avez la prise de parole en public, vous avez l'éloquence, vous avez le slam. Bref, vous avez l'ensemble de ce qui fait aujourd'hui le français. Selon les organisateurs, cet événement francophone sera meublé des ateliers, de grandes rencontres entre hommes et femmes de lettres et un concours d'orthographe qui concerne les élèves de la 6e à la 3e de tout l'espace francophone. Il y aura environ 21 activités planifiées, des ateliers de formation aux activités ludiques, à la découverte de la Côte d'Ivoire, aux conférences débats, en passant par, bien sûr, la finalité du concours international d'autographe. Il y aura la demi-finale et la finale. Au niveau des épreuves, il y aura des épreuves politiques, il y aura des épreuves... les activités tournent autour de l'activité moteur qui est le concours d'autographe. Les 200 meilleurs seront récompensés. Certains auront des bourses d'études dans plusieurs pays du monde entier. La langue française est la 5e langue la plus parlée dans le monde, avec plus de 200 locuteurs, dont la moitié se trouve en Afrique. Et c'est la période des vacances. Comme chaque année, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, offre au public des émissions de divertissement pour permettre donc aux tout-petits de s'occuper sainement pendant ces vacances. Les manches éliminatoires de Oiseaux Vacances, l'émission phare des enfants, démarre demain vendredi à 14 h au Palais de la Culture de Trècheville. Innovation majeure cette année, la danse masquée. Davis Oyo et Isayo Chona. Conte, danse traditionnelle, carte postale et playback. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. La 29e édition de Oiseaux Vacances démarre dès ce vendredi 20 juillet. Cette émission, consacrée aux enfants de 5 à 15 ans, a pour objectif d'égayer les tout-petits pendant les vacances scolaires. Cette année, une innovation majeure, la danse masquée. La plus grande innovation de l'équipe de production, c'est justement d'avoir les danses masquées de la Côte d'Ivoire. Tous les parents n'ont pas la possibilité de faire partir leurs enfants au village pour les vacances. On va donc venir découvrir ce qu'on trouve au village, à Oiseaux Vacances. On va faire connaissance avec par exemple la danse Fatoué, la danse Boloy. On va présenter ces danses masquées là aux enfants pour leur permettre de s'approprier leur tradition. Pour ce rendez-vous culturel où le ludique et l'éducatif font bon ménage, l'équipe de production de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, a pris des dispositions pour accueillir le plus grand nombre d'enfants. Elle a également élaboré des produits pour le bonheur des tout-petits. J'ai de charmants enfants qui sont avec nous. Alors, vous avez vu, elle a ce joli t-shirt avec le logo Oiseaux Vacances 2018. C'est en couleur corail. Mon garçon Lyoric, lui, c'est le t-shirt blanc. Il y a la couleur jaune et la couleur bleu, orange. Tout le monde peut venir faire la fête à Oiseaux. Il faut donc avoir ces t-shirts que la direction commerciale et marketing de la RTI met à disposition à 2500 francs. Et pour les manches éliminatoires, les tickets seront à 2000 francs CFA. Pour la première manche des éliminatoires, sont attendus au Palais de la Culture de Trècheville la nouvelle vision des Saïwa, Alandira de Boto, la paix du Cavalier, génération émergente de Koro
et la nouvelle vision d'Abobo. C'est Wozo. Dans l'actualité religieuse, on s'intéresse à l'affaire de l'imam Agibou Touré. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, apporte des précisions et appelle la communauté musulmane au calme. Konepa Gassoro. Réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, suite à l'affaire Agibou Touré, placé en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, a fait une déclaration. Selon les informations recueillies par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le frère Agibou Touré serait inculpé pour s'être rendu coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, de xénophobie et d'actes de terrorisme. Les faits ainsi reprochés à Agibou Touré, qui sont d'une extrême gravité, seraient illustrés par des éléments sonores et vidéo diffusés sur les réseaux sociaux dans lesquels ce dernier s'en prendrait aux autorités publiques, voire au chef de l'État. Les responsables du COSIM disent avoir constamment milité pour le renforcement des libertés publiques, notamment la liberté d'expression, dans la limite de la loi et des règlements républicains. Dans la déclaration du Conseil supérieur des imams, la question du djihadisme et l'organisation du pèlerinage à la Mecque ont également été évoquées. La question djihadiste a été l'objet de plusieurs interventions du COSIM dans la période récente. Sa position qui est connue s'appuie sur les sourates du Noble Coran, lesquelles condamnent la violence gratuite. Des améliorations fondamentales dans l'organisation du Hajj, axées notamment sur une meilleure prise en charge des pèlerins, sont à mettre sans conteste au crédit des autorités publiques actuelles. Au regard de ce qui précède et face à l'émoi suscité par cette affaire, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire appelle les autorités judiciaires à un traitement diligent, juste et équitable de la procédure. La communauté nationale et en particulier la communauté musulmane à la sérénité et à l'apaisement. Le COSIM fait observer qu'il est en contact régulier avec les autorités publiques pour s'informer de l'évolution de cette affaire en vue d'une issue heureuse. Dans l'actualité sportive, la 3e journée de la Coupe de la Confédération ASEC Mimosa Raja de Casablanca hier au stade Félix Houphouët-Boigny. L'ASEC Mimosa s'est incliné sur le score d'1-0 et devient 4e de la poule A avec 3 points. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la plateforme de l'opposition promet de boycotter le scrutin au cas où Kabila ne renonce pas à un 3e mandat et que le gouvernement n'abandonne pas la machine à voter. Sur le sujet, le discours du président congolais est très attendu ce jeudi. Et ce fait peu ordinaire à Madagascar, une grande-mère devenue ingénieur solaire. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Jusqu'à fin 2017, ce village de pêcheurs isolé à l'ouest de Madagascar n'avait pas accès à l'électricité. Yolande et ses petits-enfants s'éclairaient à la lampe à pétrole. D'abord, ça ne faisait pas assez de lumière. On ne pouvait pas travailler correctement. Et puis la fumée nous rendait malades. Les enfants n'arrêtaient pas de tousser et ils avaient les narines noircies. Mais aujourd'hui, près de 200 logements sont équipés de panneaux solaires et ce sont Yolande et 3 autres femmes du village qui assurent l'installation, la réparation des équipements. Un savoir acquis en Inde où elles ont été formées en tant que techniciennes solaires. Quand on est parti, j'avais un peu peur parce qu'on ne connaissait pas ce pays. Ce qui m'a surtout impressionné, ce sont les lumières. C'était vraiment éblouissant de voir toutes ces lumières en Inde. On avait de la lumière tout le temps, non-stop. Le programme a changé la vie des villageois qui continuent désormais à étudier, travailler ou cuisiner le soir venu. L'énergie solaire permet aussi de lutter contre l'insécurité. Il y a déjà eu 2 morts ici. Ils ont été tués par balles. C'est pour ça qu'on veut éclairer à l'extérieur pour voir les bandits de loin et pouvoir fuir à temps ou bien se préparer. D'ici 2030, le projet prévoit d'approvisionner 630 000 ménages en énergie solaire,
Un bond en avant pour les villages concernés dans un pays où 94% de la population reste privée d'électricité. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. On se retrouve ce soir à 20h. Merci de votre fidélité.